et aussi la présence de formes familiales. La cible anatomique ou la première lésion initiale, elle se fait dans ce groupe de pathologies au niveau de l'anthèse, à l'encontre de la polyarthrite, c'est au niveau de la synoviale. La présentation clinique la plus fréquente, c'est l'atteinte pelvirachidienne, donc c'est le bassin et le rachis. Et lorsque l'atteinte elle est périphérique, donc on a une atteinte des membres inférieurs qui est asymétrique. En général, c'est une oligoarthrite asymétrique. On a aussi des lésions caractéristiques, des atteintes caractéristiques telles que la dactylite ou l'orteil en saucisse. Donc c'est une tuméfaction d'un doigt ou d'un orteil. Ce groupe de pathologies se partage aussi un ensemble de manifestations extramusculo-squelettiques telles que l'atteinte oculaire, l'atteinte intestinale et l'atteinte de la peau. Et toutes ces pathologies, elles sont sensibles aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais depuis 2009, il y a eu quelques changements. Premièrement, dans la terminologie, on parle maintenant de concept de spondyloarthrite. Là, vous voyez, on a changé le suffixe par it. C'est pour, d'une part, donner l'importance de la partie inflammatoire à ce groupe de pathologies. Et la deuxième des choses, c'est pour uniformiser le langage et rejoindre les anglo-saxons qui parlent de spondylarthritis. Le deuxième élément, le deuxième changement, c'est que depuis 2009, il y a eu beaucoup d'avancements dans la physiopathologie et la connaissance de la physiopathologie de ce groupe de pathologies. Et on considère que du point de vue physiopathologique, il s'agit d'une même pathologie. Mais leur présentation clinique, elle se fait sous forme de deux grands groupes phénotypiques. Donc, on les a classés en phénotype axial et phénotype périphérique. Et dans ce cadre, toutes ces pathologies qui ont une présentation phénotypique clinique sous forme axiale, ils rentrent dans le phénotype de spondyloarthrite axiale, et ceux qui se présentent cliniquement en forme périphérique, ils rentrent sous la coupe de la forme périphérique, et il y a une zone où on a les formes mixtes avec atteinte axiale et périphérique. Et pour compléter la forme phénotypique clinique, on va rajouter toutes les manifestations extramusculo-squelettiques qui existent concomitamment à cette atteinte ostéo-articulaire. Donc, vu l'hétérogénéité des signes cliniques de la spondyloarthrite, vous avez constaté qu'on n'a pas des critères de diagnostic, mais des critères de classification. Et donc, avec le temps, il y a eu plusieurs critères qui ont été établis. Parmi les plus anciens, on a les critères de New York. Il y a d'autres critères aussi qui ont été émis, donc les critères d'Amor, de l'ESSG, et les derniers critères ASAS qui se basent sur deux entrées principales qui sont l'entrée d'imagerie et le HLA B27. Le problème de la spondylarthrite axiale, c'est le retard diagnostique. Donc, c'est une plaque qui date de 2005, c'est un travail allemand, mais cette problématique, elle reste jusqu'à présent. Donc, l'estimation en 2005, elle a été d'un retard diagnostique d'environ 5 à 10 ans. Actuellement, elle est entre 5 et 8 ans. Et pourquoi il y a ce retard? Donc, comme vous voyez sur cette plaque, un patient qui se présente à une consultation pour des rachialgies inflammatoires, à la première consultation, si on lui fait une radiographie standard du bassin, donc on a 10 à 30% de chances de trouver une sacroiliite qui est visualisée à la radiographie standard. Donc, il va falloir attendre 5 ans d'évolution pour voir la positivité chez 50 à 70% de patients. Et encore attendre 10 ans pour voir la positivité de la sacroiléite chez 15 à 25% des patients.
Mais le problème, il réside chez 10 à 15% des patients chez qui on ne retrouvera jamais une sacroïléite, que ça soit en radiographie standard ou en IRM, comme on va voir. Donc, les paramètres qui sont utilisés pour le diagnostic des spondyloarthrites, on a des critères cliniques que vous voyez donc sur cette plaque, c'est des rachialgies inflammatoires ou bien des arthrites, des dactylites, des enthisites, des douleurs antérieures thoraciques. On a aussi des paramètres d'imagerie tels que la sacroïléite à la radiographie standard, au scanner ou bien à l'IRM. On a les paramètres biologiques, mais malheureusement dans cette pathologie, on n'a pas un syndrome inflammatoire avéré comme dans la polyarthrite, c'est un syndrome inflammatoire qui est modéré et le plus souvent on n'a pas de syndrome inflammatoire, ce qui fait le problème de diagnostic, et vous allez constater dans votre interrogatoire cette bonne réponse aux anti-inflammatoires. D'autres éléments sont aussi à recueillir en faveur du diagnostic d'une spondyloarthrite, c'est le côté génétique. Donc vous allez retrouver une notion familiale de spondyloarthrite. Vous allez aussi, parfois, lorsqu'on n'a pas assez d'éléments clinico-biologiques, clinico-radiologiques, on va vers le HLA-B27 car il faut toujours le laisser en dernier. Et le HLA-B27, il peut revenir présent comme il peut revenir absent, mais même s'il est absent, ça n'élimine pas la pathologie. Parfois, on a la pathologie, elle commence par des manifestations qui prédisposent à cette pathologie, telles qu'une atteinte intestinale, les inflammations de l'intestin, telles que la maladie de Crohn, RCEH, ou bien une atteinte de la peau, telle que un psoriasis, ou bien une uvéite, ou bien des infections qui sont liées à certaines bactéries, que ce soit des infections digestives ou vénériennes, qui peuvent, c'est des arthrites réactionnelles, qui peuvent évoluer vers une spondyloarthrite. Et ces manifestations, elles peuvent être inaugurales, comme elles peuvent exister concomitamment à l'atteinte ostéo-articulaire. Donc là, je vous présente un cas clinique où les éléments qu'il va présenter, c'est très évident pour poser le diagnostic, mais pour aller vers autre chose qu'on va voir tout à l'heure. Donc c'est un jeune patient qui est âgé de 25 ans, il est de sexe masculin, il présente des douleurs lombaires qui évoluent depuis 3 ans, il présente des douleurs fessières à bascule, il est traité par les anti-inflammatoires, il est très bien sous anti-inflammatoires, mais dès qu'il arrête, il a des réveils nocturnes, il se réveille le matin enraidi, il a un dérouillage matinal, il est tout le temps fatigué, et tout cela a un mauvais impact sur son rendement concernant son travail et sa vie sociale. Depuis 2 mois, il a des douleurs au niveau des talons. C'est des douleurs caractéristiques de thalalgie de la spondyloarthrite, c'est des douleurs dès les premiers pas lorsqu'il pose ses pieds et qui disparaissent lorsqu'il marche. Et dans ses antécédents familiales, on trouve que sa mère elle est suivie en gastro-entérologie pour une rectocolite ulcéro-hémorragique. Le bilan biologique, il est correct, le HLA-B27, il est absent, mais il présente à la radiographie une sacroïléite bilatérale stade 3. Donc ce patient, c'est un patient typique, donc on n'a pas beaucoup de problèmes. Il vérifie les anciens critères qui se posent surtout, leur critère majeur, il est surtout basé sur la radiographie standard que, comme je vous ai montré, elle met beaucoup de temps pour se positiver, c'est entre 5 à 10 ans pour avoir une image visualisée à la radiographie standard. Et donc ce patient, il vérifie le critère majeur, donc il a une sacroïléite stade 3 bilatérale, et il vérifie un critère mineur. Il vérifie aussi les critères d'Amor modifiés. Comme vous voyez, il a plus que 6 dans le Kant. Il vérifie aussi les critères de l'ESSG, donc c'est des critères qui ont 2 entrées principales. Il rentre par l'entrée des rachialgies inflammatoires. Il suffit d'avoir un seul élément de la liste centrale. Lui, il a plus d'un élément, donc il vérifie les critères européens et il vérifie même les
derniers critères ASAS qui ont deux entrées principales. Une entrée de l'imagerie, donc soit c'est une sacroïléite qui est vue à la radiographie standard, soit c'est une sacroïléite qui est c'est l'inflammation des sacroilias qui est vue à l'IRM. Et la deuxième entrée, c'est une entrée par le HLA-B27. Donc là, il faut avoir un HLA-B27 présent. Il faut avoir deux éléments de la liste centrale pour que ça soit positif. Par contre, le côté imagerie, il faut avoir qu'un seul élément de la liste centrale. Donc, depuis l'avènement de ces critères ASAS, vous avez vu qu'on se base sur l'imagerie standard et sur l'IRM. Donc, cette classification, il y a eu une nouvelle entité qui est née, c'est les spondyloarthrites non radiographiques. Donc, depuis 2009, on parle de spondyloarthrite radiographique, et ces spondyloarthrites, ça équivaut à ce qu'on connaît concomitamment la spondylarthrite ankylosante, et la spondyloarthrite non radiographique. Cette spondyloarthrite, elle est subdivisée en deux groupes. Donc on a la non radiographique où on objectif un œdème à l'IRM et on parle spondyloarthrite IRM positif, et la spondyloarthrite où on n'a pas d'inflammation à l'IRM, et donc là on a sacroïléite, on a une spondyloarthrite à IRM négatif. Et cette forme, le diagnostic, elle est basé surtout sur des signes clinico-biologiques. Donc, mais ce qu'il faut savoir, que ce n'est pas le groupe ASAS qui a mis en exergue ou qui a mis en évidence cette nouvelle entité. Cette nouvelle entité, elle existait depuis longtemps. Nous, on connaissait ces spondyloarthrites non radiographiques. On les appelait les spondyloarthrites sacroïléites non définies. Par exemple, si vous avez un patient qui a des douleurs lombaires, qui a des douleurs fessières, qui a une uvéite, qui a une histoire familiale, donc il vérifie amplement les critères d'AMOR sans aborder la radiographie. Donc là, c'est une spondylarthropathie. Donc à l'époque, on parlait spondylarthropathie sans sacroïléite définie. Même les critères de l'ESSG, il y avait les rachialgies, il suffisait d'avoir un élément sans qu'il y ait une relation avec la radiographie, et donc on parle de spondylarthropathie. Et même avec les critères de 2009 de la SAS, si on rentre par la porte de l'HLA-B27, là, il ne suffit d'avoir que deux éléments de la liste centrale et on a notre diagnostic de spondyloarthrite. Donc, le groupe ASAS, il n'a pas mis en exergue cette nouvelle entité, mais il l'a bien définie. Il a mis des règles et il a défini cette spondyloarthrite non radiographique en définissant la sacroïléite à l'IRM. Donc, il nous a donné les définitions de la sacroïléite à l'IRM et depuis, on utilisait cette ancienne définition concernant l'œdème. Donc, il suffit d'avoir un œdème au moins dans deux cadrans sur la même coupe ou bien dans le même cadran sur deux coupes consécutives. Mais au fur et à mesure avec le temps, on a constaté qu'on a beaucoup de faux positifs, qu'on posait le diagnostic chez des patients qui ne présentaient pas de spondyloarthrite en se basant sur ces images à l'IRM, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentraient en jeu. Par exemple, il y a des phases, par exemple chez la femme, quand est-ce qu'il faut faire l'IRM. Par exemple, une femme en postpartum, il ne faut jamais faire une IRM juste après l'accouchement parce qu'on va trouver un œdème et on va conclure à une spondyloarthrite alors que ce n'est pas une spondyloarthrite. Il y a aussi certaines confusions avec de l'arthrose. Au-delà de 50 ans, il y a apparition ou bien confusion
il faut bien analyser les sacro-iliaques à cet âge. Il y a aussi certaines anomalies congénitales de l'articulation elle-même. Il y a d'autres facteurs aussi. Il y a aussi l'interprétation de certains radiologues et de certains rhumatologues. C'est pour cela qu'il y a eu d'autres, c'est-à-dire recherches pour établir de nouvelles définitions qui sont plus strictes. Et là, on recherche l'œdème au moins dans 4 cadrans sur la même coupe ou dans le même cadran sur 3 coupes consécutives. Voilà quelques facteurs qui ont été retrouvés dans différentes études qui contribuent au retard diagnostique. Vous avez le sexe féminin, ça contribue dans le retard diagnostique. Pourquoi? Parce que la femme, elle fait une présentation clinique atypique. Elle a toujours une présentation par des cervicalgies, par des manifestations périphériques. Il y a toujours une association avec les manifestations extra-musculo-squelettiques. Donc, elle est vue ailleurs, en premier, en gastro, en ophtalmo ou bien en dermato. Et c'est après qu'il y ait des dégâts qu'elle est envoyée en consultation en rhumatologie. Donc, il y a aussi le HLA-B27 négatif. Donc, il y a certains qui disent qu'il faut avoir un HLA positif pour dire qu'il s'agit d'une spondyloarthrite. Alors que chez la femme spécialement, le HLA-B27, il est le plus souvent négatif. Et il faut savoir qu'il y a des études qui ont montré que la présence d'une sacro-iliite à la radiographie, il y a une corrélation avec la présence du B27. Donc, le B27 présent, ça contribue à avoir aussi une image radiologique. Le début jeune. On a beaucoup chez nous des arthrites à début juvénile, mais le début de la symptomatologie, on pense jamais à une spondyloarthrite. Ils sont tous classés comme rhumatisme articulaire aigu. Ils sont traités comme tels. Et ils arrivent à des consultations après avoir pris plusieurs traitements, surtout les corticoïdes. La radiographie des sacro-iliaques normales. On a vu la présentation tout à l'heure, il y a 10 à 15% de patients qui n'ont pas de sacro-iliite à la radiographie, parfois même à l'IRM. Donc, ne pas avoir une sacro-iliite à la radiographie n'élimine pas la pathologie. L'IRM, elle peut être indisponible dans certains endroits, donc on est à l'intérieur du pays, donc le patient ne peut pas faire une IRM et même l'interprétation, elle peut aussi contribuer dans le faux positif ou le faux négatif. La méconnaissance de la forme non radiographique, les lombalgies chroniques fréquentes, la première consultation d'un patient lombalgique, ça se fait chez un médecin généraliste. Et lorsqu'il revient chez ce même généraliste, il va toujours le considérer comme lombalgie chronique. Mais il y a une sonnette d'alarme. S'il y a un changement dans le caractère de la douleur, s'il y a des nouveaux signes qui surviennent, donc là, il faut changer la vision concernant cette lombalgie et rechercher autre chose. Le retard du médecin généraliste ou autre, on sait que dans certains endroits, il n'y a pas de spécialiste, donc là, le médecin généraliste, les autres médecins qui ne sont pas de spécialité, ils ne peuvent pas parfois reconnaître la spondyloarthrite. Donc, tous ces éléments font partie, sont des facteurs de retard diagnostique. D'accord, je m'excuse. La prise en charge thérapeutique, on a pour les formes radiographiques, donc on sait que l'objectif de traitement, c'est obtenir une rémission ou faible activité et il faut des recommandations pour prendre en charge les patients. Malheureusement, chez nous, on n'a pas de recommandations, mais on se base surtout sur les recommandations françaises, même on regarde les recommandations européennes et américaines. Et en général, le premier traitement de la spondyloarthrite, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, quelle que soit la forme, s'il n'y a pas de contre-indication à ce traitement.
Donc, il faut donner aux patients un INS à dose suffisante couvrant le nictémère et normalement, avant de passer à la deuxième ligne de traitement, il faut au moins 3 à 4 INS et l'évaluation, elle se fait à 12 semaines et c'est le plus important, elle se fait à 12 semaines. Elle se fait à 12 semaines. Par contre, dans les nouvelles recommandations européennes et américaines, il faut la rotation de 2 INS et l'évaluation, elle se fait à 4 semaines. Et en parallèle à l'anti-inflammatoire, il faut d'abord l'éducation, l'information du patient, il faut la kinésithérapie, la rééducation. Et si on a, après évaluation du patient, si le patient ne répond pas, il faut passer au deuxième traitement, qui sont les traitements ciblés pour la forme axiale, parce qu'on parle surtout de la forme axiale, ce qui est différent de la forme périphérique, les traitements qui sont indiqués dans la forme axiale en deuxième ligne, selon les recommandations françaises, commencer préférentiellement par les anti-TNF-alpha, parce qu'on a assez de recul, on les connaît mieux, et s'il n'y a pas l'évaluation, elle se fait à 12 semaines, s'il n'y a pas amélioration, donc il faut voir pourquoi il n'y a pas d'amélioration, il faut changer, switcher, soit garder la même famille ou bien aller vers une autre famille, un IL-17 ou les JAKi. Donc, je m'excuse, il y a dans la prescription des anti-TNF-alpha, globalement dans la prescription des traitements biologiques, il faut prendre en considération les manifestations extramusculo-squelettiques parce que c'est très important. Par exemple, dans les traitements anti-TNF-alpha, dans l'association avec les Mickey, l'uvéite, il faut privilégier tous les monoclonaux tels que l'adalimumab, l'infliximab, le golimumab. Si on a l'atteinte de la peau, il faut aller vers les IL-17 et en cas donc de la peau. Et concernant les formes non radiographiques, c'est calqué sur la forme radiographique, à l'exception que cette forme, si elle est IRM positive, donc c'est la même chose, si elle est IRM négatif ou CRP négatif, donc là, le médecin ne peut pas mettre le patient sous traitement ciblé. Il faut, c'est-à-dire, c'est la concertation avec le colloque du travail. Si le patient IRM positif ou CRP positif, il peut le mettre sous traitement biologique. Et là, je voulais vous montrer une plaque pour vous montrer les particularités des spondyloarthrites algériennes. Vous voyez, c'est des spondyloarthrites qui ont un début précoce, entre 22 et 23 ans. C'est des patients qui ont des formes sévères avec des atteintes de hanches, qui débutent le plus souvent les 2 à 5 premières années du début de leur pathologie. Et en général, c'est une atteinte qui est bilatérale. Ils ont beaucoup de déformations rachidiennes. On a beaucoup de formes à début juvénile. C'est 25 à 30% contre 6 à 7% en Europe. L'atteinte des hanches, elle est plus fréquente chez les jeunes patients à début juvénile. Et le HLA-B27 dans notre pays, il est à une fréquence moindre qu'en Europe. On est 50-60%. Par contre, en Europe, c'est 90 à 95%. Et la comparaison entre la forme ayant un HLA selon le statut B27, la sévérité, elle est de la même manière chez nous. Voilà, je conclue en vous disant... Donc, le diagnostic il se repose essentiellement sur les signes cliniques, biologiques et imagerie. On a une certaine fragilité pour poser le diagnostic de la spondyloarthrite non radiographique. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en considération. Les formes non radiographiques, on a certaines sensibilités pour les mettre sous traitement ciblé. Donc, il faut avoir une IRM positive ou bien une CRP positive. Et l'idéal, pour éviter la progression radiologique, faire un diagnostic précoce et traiter précocement. Et je vous remercie.